Bonjour Jean Robin, nous te remercions, Chris, Patrick et moi, pour avoir accepté de rencontrer la Gazette de Rennes-le-Château et de donner ton avis, répondre aux nombreuses questions des téléspectateurs. Né en 1946, tu découvres René Guénon, dès le début de l'âge adulte. C'est ta première influence qui conditionne encore ta quête aujourd'hui. Mais indépendamment de cet aspect livresque, quel est ton cursus ? Avant toute chose, Johan, merci à vous de l'accueil que vous me réservez sur votre web TV, à laquelle je souhaite bonne chance. Merci. Merci. C'est un honneur que vous me faites. Cela étant dit, tu me poses une question sur mon cursus. Le cursus, c'est l'aspect le moins intéressant, si je puis dire, parce qu'il est à la fois banal, labyrinthique, chaotique. Mon cursus personnel, non, c'est sur le plan universitaire. Je me suis détaché très très tôt de l'esprit académique, de l'esprit universitaire. J'ai senti confusément que c'est pas dans ce registre que je trouverais ma voie et les réponses à mes interrogations existentielles, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, en bon solitaire, j'ai tracé ma route tout seul, à l'écart, encore une fois, des institutions. J'ai privilégié la liberté, ce qui est pour moi la valeur essentielle. Et puis, j'ai entrepris un petit bonhomme de chemin qui m'a conduit jusqu'ici, de bouquin en bouquin, au prix de... je ne vais pas rentrer dans des détails qui n'intéressent personne, mais je veux dire au prix de certains sacrifices sur le plan matériel. Mais encore une fois, j'ai choisi la liberté, donc ça se fait forcément aux dépens d'autres aspects de l'existence. Mais c'est librement consenti, c'est un choix délibéré, nous l'avons bien compris. Totalement. Une première question de Chris Darkis, collaboratrice à la Gazette de Rennes-le-Château, qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc Jean, tu es le parrain de l'appellation Colline envoûtée, qui reste désormais accolée à l'image du village de Rennes-le-Château. J'espère que tu as déposé le copyright. Malheureusement non, je le regrette. Mais non, c'était pas encore la mode à l'époque. Et non, toute plaisanterie à part, j'ai plagié paresse, quand même. Donc j'aurais été malvenu de déposer quoi que ce soit. On peut dire que tu as été inspiré. Si tu le trouves, Johan, je vais pas te contredire. Comme Barès l'a été. Lui, pour nos téléspectateurs, avec sa colline inspirée. Absolument. Et la colline, mais revenons-en à Jean Robin, envoûté, paraît en 1982. Et selon toi, à cette époque-là, pourquoi est-elle envoûtée ? Et par qui ? Ça ne date pas de 1982. Alors là, tu nous introduis directement au cœur du sujet, Johan. Parce que là, tu vas m'entraîner, non pas sur des chemins de traverse, mais sur l'axe majeur de la géographie sacrée française, à tes risques et périls. Tu ne sais pas à quoi cette question innocente nous entraîne. Je vais essayer d'être court, d'être bref, d'être synthétique. Après, on pourra éventuellement y revenir, mais voilà. Alors, à titre de précaution oratoire, j'engage nos téléspectateurs sur un chemin qu'ils n'ont pas forcément envie d'emprunter. Ça implique de leur part l'adhésion à une certaine vision du monde que je n'impose à personne. Encore une fois, la liberté étant la valeur première à mes yeux, je n'ai rien à vendre à qui que ce soit. Mais je fais part simplement de mon expérience, qui d'ailleurs ne m'est pas propre. Là encore, il faut bien préciser les choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il faut préciser dès le départ que je ne tire rien de mon propre fond, que je ne suis pas un magicien qui tire par les oreilles un lapin blanc de son chapeau. Je ne fais du moins mal possible que transmettre des vérités, j'allais dire éternelles. Je puise dans un patrimoine immémorial, le patrimoine de la tradition avec un grand T. Ça fait partie
encore une fois, du patrimoine de l'humanité, qu'elle soit d'Orient et d'Occident, alors qu'on soit croyant, agnostique, quelle que soit notre philosophie. De toute façon, sur le plan, non pas cultuel, mais culturel, si je puis dire, c'est intéressant, parce que ça veut dire que toute l'humanité a pensé comme ça, jusqu'à une certaine date relativement récente, à l'échelle de l'histoire, qu'est-ce que c'est que 2 ou 3 siècles. Tout à fait. Donc voilà, ces propos préambulaires me paraissaient nécessaires pour introduire ma vision de la géographie sacrée, qui encore une fois n'est pas ma vision, la géographie sacrée elle n'a pas attendu pour exister. Donc voilà, le symbole le plus universel, toute tradition confondue, c'est l'axe du monde, l'axis mundi. Ça se comprend facilement, c'est l'axe qui relie le pôle terrestre au pôle céleste. Donc pour toute civilisation, ça s'impose sans autre commentaire. Donc. Et comme une autre grande vérité de la tradition, c'est l'analogie du macrocosme et du microcosme, il faut s'attendre à retrouver dans la géographie sacrée l'analogue de ce qu'est ce pilier cosmique autour duquel tournent les astres, les mondes, etc. etc. Bon. Alors, pour la France, après on pourra développer et dire pourquoi la France particulièrement, en dehors de toute notion de chauvinisme, de nationalisme, qui serait parfaitement déplacée et ridicule dans ce contexte. Mais il faut bien que les choses se passent quelque part, et il se trouve que pour moult raisons, la France est un endroit quand même privilégié pour assister au spectacle. Je le dis d'une façon un peu triviale, parce qu'il s'agit quand même d'eschatologie, mais bon. Donc, nous en reparlerons de l'eschatologie. Absolument. Donc, l'analogue du pilier cosmique dans la géographie sacrée française, qu'est-ce que ça peut être sinon le méridien, qui traverse la France du nord au sud, le fameux méridien de Paris, qui revêt une telle importance dans les mystères de Rennes-le-Château, le fameux serpent rouge, etc., etc. Et c'est comme un peu les poupées russes. Je parlais à l'instant de l'analogie entre macrocosme et microcosme. La tradition hermétique postule justement cette analogie entre notre microcosme, c'est-à-dire nous, qui récapitulons le monde en nous. Donc, la géographie sacrée, c'est l'interface, si je puis dire, entre ces mystères célestes et puis nos petits mystères à nous. Donc, poursuivons l'analogie. Chez l'homme, qu'est-ce que c'est que le pilier cosmique ? C'est évidemment notre colonne vertébrale. Bon. Et au bas de notre colonne vertébrale, là encore, toutes les traditions postulent l'existence, alors comment l'appeler, d'un germe d'immortalité, d'un noyau indestructible, qui est, alors c'est pas quelque chose qui serait perceptible grâce à des microscopes, fussent-ils électroniques. C'est quelque chose d'impalpable, de subtil, mais qui a néanmoins une incontestable réalité. Et pour le dire très simplement, bien des nuances seraient apportées, mais pour le dire très très simplement, c'est autour de ce noyau qui est attaché notre corps de résurrection, qui est destiné à la fin du cycle à renaître justement de ce noyau. Et alors il porte un nom dans toutes les traditions, c'est le luz pour les Hébreux, c'est le hadjam pour les musulmans, c'est le fameux petit caillou blanc de l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Donc cette pierre, ce germe d'immortalité, il se situe au bas de notre colonne vertébrale. Voilà. Et c'est de là que nous renaîtrons, si je puis dire, que notre corps de gloire, que notre corps de résurrection prendra appui, si j'ose m'exprimer ainsi. Et Rennes-le-Château est au bas du méridien de Paris, si je te suis bien. Voilà, Johan, tu m'as parfaitement suivi, tu m'as devancé, donc nous devons nous attendre à trouver au bas du méridien de Paris l'équivalent, l'analogue de ce germe d'immortalité qui n'est autre que la pierre du Graal, la véritable pierre du Graal. Voilà. Nous en reparlerons. Première influence, René Guénon. Une seconde influence dans ta vie qui arrive un peu par hasard, tu pourras sans doute le préciser, c'est un prénom. C'est Pierre.
Voilà, ta réaction est vraiment à l'aune de tout ce que tu as pu investir dans tes relations avec lui, ces nombreux appels téléphoniques. Mais justement, cette première rencontre, comment s'est-elle déroulée? Et rencontre n'est peut-être pas le terme exact. Oh, elle s'est déroulée de la façon la plus banale possible, si je puis dire. Un coup de téléphone? Même pas, non, Même une pas. lettre, une lettre, une lettre. Nos relations ont commencé à s'établir sur le mode épistolaire. Ils ont été suivis d'une rencontre, voilà, à Paris, à l'intersection, pour l'anecdote, vraiment, du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, voilà. Donc c'est rien que de très banal, mais au début. J'ai fait sa connaissance Vers quelle époque? au milieu des années 80, hein, probablement vers 1985. Et justement, La colline envoûtée, c'est 82. T'aurais-il contacté suite à ce livre? Non, du tout. Alors pour quelle Du raison? tout. Bah, écoute, je ne veux pas, Dieu ne plaise que je parle à sa place, mais j'ai bien l'impression qu'il m'a contacté pour l'ensemble de mon œuvre, si j'ose dire. À venir. Nous sommes dans les années 85. Oui, mais j'avais déjà écrit quelques bouquins, dont justement, si je ne m'abuse, 2 livres sur René Guénon. Donc ça suffisait à ce que quelqu'un qui était lui aussi nourri de René Guénon prenne contact avec un auteur qui avait commis ne serait-ce que 2 livres déjà sur Guénon. Donc tu vois, ça s'est engagé comme ça de la façon la plus naturelle. Ce serait plus Guénon que La colline envoûtée en t'écoutant. Ah, c'est plus Guénon que La colline envoûtée, tout à fait, oui. Donc le hasard des dates n'y est pour rien. Bah, permets-moi de te reprendre, Johan, non pas que, voilà, mais pour moi, le hasard n'existe pas, si tu veux. Le hasard n'existe pas, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Donc on pourra en tirer toutes les conclusions qu'on veut, hein, sur mon côté paranoïaque, tout ce qu'on veut, voilà. Mais non, le hasard, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois aux causes secondes, voilà. Je crois à un agencement d'horlogerie suisse de nos destins. Voilà. Mais je ne vais pas plus loin dans les développements pseudo-métaphysiques. Oui, mais c'est bien de déborder, bien évidemment. On peut mieux cerner, et nos téléspectateurs peuvent mieux cerner ta personnalité et vraiment tes engagements profonds. Revenons-en quand même à Pierre, parce que tu en parles abondamment dans le livre. Peux-tu le qualifier pour toi de guide? Et dans quel sens? Naturellement, sans doute guénonien. Écoute, je marche, pour le dire, on est entre nous, hein, personne ne nous écoute. Absolument personne. Je marche sur des œufs quand il s'agit de parler de Pierre, parce que je me méfie tellement des fausses assimilations, des connotations négatives, de tout ce que vous pouvez imaginer. Je vais essayer de le situer dans sa véritable dimension, pour sortir tout de suite, si tu veux, de l'anecdote plus ou moins pittoresque, voilà, mais qui n'a pas lieu d'être en l'occurrence. Alors là encore, on y croit pas, libre à chacun d'en tirer ses propres conclusions, de me qualifier de tous les noms d'oiseaux qu'il leur plaira, ça n'a aucune importance, hein. Moi je lance mes bouteilles à la mer, les ramasse qui veut, hein. Je suis simplement un passeur. Donc voilà. Alors ce Pierre que j'ai rencontré au milieu des années 80, oui, au milieu des années 80, et avec qui les choses sérieuses ont véritablement commencé en 1987, c'est là que lui et moi à sa suite, à titre de témoin privilégié dans la mesure où il a bien voulu me communiquer les expériences qu'il vivait à l'époque, c'est là que nous sommes passés de l'autre côté du miroir. Mais bon, voilà. Élargissons la focale, prenons les choses d'un peu haut. Pierre appartient à une communauté, là encore, comment la qualifier, les mots que je vais utiliser sont tellement usés jusqu'à la corde, ils ont tellement servi pour de mauvais, j'ose à peine d'employer, mais si je parle de grands initiés, immédiatement on va penser à des choses que je n'ose même pas imaginer. Je préfère parler de spirituel, hein, parce que bon, dans ma vision du monde, encore une fois, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais là il faut faire une petite digression quand même pour rendre les choses, si possible, intelligibles. Dans ma vision du monde, il y a une communauté de spirituels appartenant à toutes les traditions qui sont allés au terme de l'initiation
C'est-à-dire qu'il surplombe notre univers prisonnier du temps et de l'espace, qui sont les deux dimensions qui le définissent et qui nous y emprisonnent. Alors quand on est maître du temps et de l'espace, bien évidemment, ça offre des possibilités qu'on peut imaginer, mais surtout dans ce qui nous occupe, là, ces gens font l'interface entre le monde de l'esprit et notre ici-bas terrestre matériel, et ils œuvrent dans la coulisse de notre histoire, parce que notre monde est plus à la fois illusoire et plus truqué qu'un décor de théâtre. Comme disait Shakespeare, faisait dire à Prospero dans La Tempête, nous sommes de cette étoffe dont les rêves mêmes sont faits. Nous n'avons pas plus de consistance, de substance que les rêves. Donc le monde qui nous entoure est à l'aune de ce côté illusoire. Donc c'est dans les coulisses que ça se passe. Alors là encore, si je parle de grands initiés dans les coulisses, Horresco referens, comme disaient jadis les pages roses du Larousse, on va penser, c'est les Illuminati. Hein, non, justement, je suis surtout pas, si je pouvais détromper un minimum de téléspectateurs de cette assimilation, j'en serais content. Hein. Rien à voir avec les Illuminati, leurs pompes, leurs œuvres et tout ce que ça entraîne comme connotation négative. Non, ce sont de vrais spirituels qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Alors, il faut comprendre aussi que nous sommes dans la vision traditionnelle du monde, qui est la vision d'une involution et non pas d'une évolution. Nous sommes à la toute fin d'un cycle historique et cosmique. Cette cyclologie, là encore, elle appartient à la tradition d'Orient et d'Occident. Ce sont les 4 yugas des hindous qui nous situent à la fin du Kali Yuga, de l'âge des conflits, ce qui n'est pas mal vu d'ailleurs, soit dit par parenthèse, pour des gens qui vivaient il y a des milliers et des milliers d'années avant nous. Pour le vieil Hésiode, pour puiser un petit peu dans la tradition gréco-latine, nous sommes à la fin de l'âge de fer, donc voilà, à la toute fin d'un cycle. Donc raison supplémentaire pour œuvrer dans la coulisse. Alors là encore, les amis, les gens qui n'ont pas d'objection majeure à cette vision des choses, mais ils ont une objection tout à fait recevable, tout à fait légitime, et ils me disent, mais enfin Jean, si vraiment ça se passait comme tu le dis, si ces grands initiés, si ces spirituels, etc., étaient dans les coulisses, comment expliques-tu le caractère néanmoins calamiteux, chaotique du monde dans lequel nous vivons? Ce à quoi je réponds, encore une fois, nous sommes à la fin d'un cycle. Il ne s'agit pas d'inverser le sens de l'histoire, ce qui n'aurait pas de sens, ce qui serait absurde. Il n'y a pas plus de morale à attribuer à ça qu'à la chute des corps, qu'à la loi de la gravitation universelle. C'est en quelque sorte une loi physique. Donc il ne s'agit pas d'inverser le sens de l'histoire, mais il s'agit, là encore, qu'est-ce que je pourrais dire, de réguler, de nous offrir des plages de répit et de faire ce que je dis d'une façon un peu triviale et un peu humoristique, de faire du ramassage scolaire. Ça veut dire de montrer l'issue de secours à des gens qui sont encore capables d'assentir, d'adhérer à cette vision traditionnelle du monde, de comprendre où nous en sommes, et justement d'aspirer à sortir de cette prison à la fois charnelle et spatio-temporelle, qui est la raison d'être de toute voie spirituelle. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop confus, ni trop long, voilà. Et surtout supprimer de fausses pistes comme les voilà, Illuminati. Absolument. C'était plus que nécessaire. Absolument. Tu publies une dizaine de livres dans les années 80. On n'en sort pas pour le moment. Puis, paradoxalement, après Le Royaume du Graal, que je conseille à nos téléspectateurs, en 1992, il faut attendre l'an 2000 pour le livre suivant. Alors, question, il y en aura quelques-unes un peu iconoclastes, la source serait-elle tarie?
Du tout, du tout, du tout, du tout. Je n'ai pas cessé d'œuvrer à la rédaction de mes œuvres complètes. Bon, je le dis en rigolant, mais il faut absolument que je le dise en rigolant, parce que là encore, il faut savoir que comment dire, il faut surtout pas se prendre au sérieux. Voilà. Ça, c'est un de mes fondamentaux, si je puis dire, avec l'exaltation de la liberté pour tous, ça a commencé pour moi, mais le fait de refuser délibérément, absolument, de se prendre au sérieux, c'est une nécessité absolue. Hein. Ça entre de plein droit dans le cadre de nos sympathiques échanges, là. Hein. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose à quoi je tiens. Hein. Et surtout quelqu'un comme moi, hein, quelqu'un comme moi qui n'est qu'un passeur, encore une fois, qui ne tire rien de son propre fond, qui n'existerait pas s'il n'y avait pas ce patrimoine immémorial dans lequel je puise et que j'essaye de transmettre du moins mal que je peux. Je précise bien du moins mal que je peux, parce que ça passe forcément à travers le prisme déformant de ma propre vision. Donc moi je ne suis qu'un petit artisan. Voilà, c'est tout. Donc, surtout, évitons de se jucher sur des coturnes. Hein, voilà, ne prenons pas au sérieux. Voilà, c'est pourquoi un peu de rigolade est toujours bienvenue pour détendre l'atmosphère. Voilà, alors pour répondre à ta question, Johan, non, la source de mon inspiration ne s'est pas tarie. Je sais que ça a posé des questions à certains. Ça me fait beaucoup d'honneur d'ailleurs de s'intéresser à mon parcours, à ses interruptions, etc. Donc tout simplement, je travaillais à un essai de longue haleine. Il faut dire aussi que je suis très lent, hein. Je travaille à l'ancienne. J'essaye d'être le moins possible victime de l'hystérie actuelle, du zapping permanent, voilà. C'était pas pour demain, c'était pour hier. Voilà, je prends mon temps. Hein, voilà. J'essaye de faire les choses du mieux possible. Mon petit artisanat, j'en ai le respect. Donc voilà, l'essai était de longue haleine, ça promettait d'être gros. Et puis figurez-vous que les gens là dont je viens de parler, hein, et dont Pierre est un représentant, qui me font l'honneur de suivre un peu mon parcours, d'alimenter ma réflexion, de me soumettre des thèmes qui seraient intéressants de développer. M'ont dit, ça serait bien que tu changes un petit peu de registre, que tu te lances éventuellement dans un genre romanesque que tu as délaissé jusqu'à présent. De là est né Imperator, qui à proprement parler n'est pas un roman, mais plutôt un récit historique. Enfin, ce n'était pas un essai. Donc ça sortait un peu de mon registre habituel. Et pour autant, les matériaux accumulés pour mon essai ne sont pas passés par pertes et profits. Je les recycle, si je puis dire, dans ma production actuelle. À commencer par le dernier en date, le Lovecraft, pour lequel j'ai repris, dans certains chapitres, des choses que j'avais, dans un premier temps, prévues pour l'essai qui n'a jamais vu le jour. Voilà, donc il n'y a pas, tu vois, Johan, d'une façon générale, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Parce qu'il y a la question identique et bis, il y a 2000 et puis 2013, une période de 12 années sans publication. Là, oui, ce que je te dis, entre 2000 et puis 2013, oui, pas de publication dans la mesure où j'œuvrais avec la lenteur qui m'est propre à ce fameux essai, si tu veux, à ce fameux essai pour lequel je rassemblais de la documentation, des matériaux, et ce fameux essai, comme il n'a jamais vu le jour... Et pourrait-il voir le jour? Parce qu'il date des années 90 quand même. Tu as commencé à y travailler après le Royaume du Graal en 92, donc 92, oui, au milieu des années 90. Écoute, comme je viens de te le dire, j'ai recyclé certains des matériaux accumulés dans mon Lovecraft, là. Et il n'est pas exclu du tout que je recycle d'autres pour une production à venir, mais l'essai tel que je l'avais conçu à l'origine, non, je crois qu'il serait obsolète là, à l'heure où nous parlons. Si tu veux, non, j'y ai renoncé dans la forme où il était prévu à l'origine. Tu vois, donc je préfère utiliser les matériaux comme ça
pour d'autres œuvres, mais ce gros essai là n'est plus les crédits. Parlons d'œuvres qui ont bien balisé notamment les recherches vis-à-vis de Rennes-le-Château et que nos téléspectateurs pourront encore lire aujourd'hui. Et notamment, dans le livre de Lovecraft de 2017, tu parles encore abondamment de l'opération Horth et de Pierre. Donc, je rappelle pour nos téléspectateurs, le livre est publié en 1989. Pierre y joue un rôle prépondérant. Ce rappel me permet dès lors d'introduire ton actualité, j'en parlais à l'instant, avec le titre complet, H.P. Lovecraft et le secret des adorateurs du serpent chez Guy Trédaniel. Nous y retrouvons naturellement, je vais dire Pierre, en tant qu'instigateur. Peux-tu nous conter les prémices de l'ouvrage ? Alors, tu parles d'Opération Horth ou de Lovecraft? Opération Horth, on y viendra tout à l'heure. Paradoxalement, on ne suit pas la chronologie, mais absolument, ça ne doit pas ici te poser problème. Je réponds d'autant plus volontiers à ta question, Johan, que justement, Lovecraft, ça illustre ce que je disais à l'instant. Je serais passé complètement à côté si on ne m'avait pas conseillé vivement de m'y intéresser. Bon, de Lovecraft, je n'avais lu que l'affaire Charles Dexter Ward, et puis pas plus, quoi. Voilà, j'avais mis ça dans un rayon, et je ne m'en serais pas occupé davantage si on ne m'avait pas suggéré, conseillé de l'aborder à nouveau d'un œil neuf. On m'a donné quelques biscuits, si j'ose m'exprimer d'une façon si triviale. Et effectivement, j'ai constaté en approfondissant, d'abord en lisant ses œuvres complètes, en faisant le meilleur usage possible des quelques clés de compréhension qui m'avaient été données, j'ai compris que j'avais affaire à quelque chose de prodigieusement intéressant et que Lovecraft était tout à fait autre chose que le simple auteur, fût-il génial, d'auteur fantastique qu'il paraît être aux yeux de la majorité de ses lecteurs, à quelques exceptions près. Alors c'est là qui est une pierre d'achoppement, c'est là que d'aucuns, j'allais dire ne me pardonnent pas, non, faut pas exagérer, mais d'aucuns se vissent résolument l'index sur la tempe en évoquant mon Lovecraft, parce qu'il s'accroche à cette vision. Je ne peux pas le reprocher, dans la mesure où je viens de dire que moi je serais passé à côté si on ne m'avait pas incité à l'approfondir. Donc. Par exemple, prenons quelques exemples concrets, c'est l'occasion de le dire. Dès le début, tu situes certaines informations dans la région de Stenay, en lien avec François-Honoré Balfour, comte d'Erlette, 1648-1734, c'est comme ça qu'on fait dans les émissions historiques, qui résidait dans son château de Stenay. Et tu nous signales, en utilisant des guillemets, que ça demeure disparu, entre guillemets, le 1er juillet 1961. Pourquoi, entre guillemets? Pas d'incendie, apparemment. Écoute, tu me poses une question redoutable, Johan, dans la mesure où c'est le genre d'information, entre guillemets, ou de thème que je n'introduis qu'à condition, comme disent les gens savants, de les contextualiser. Mais sortis de leur contexte et enfilés comme des perles, comme certains ont pris un malin plaisir à le faire, évidemment, on tourne immédiatement l'affaire en ridicule. Ce château, quand même, condense beaucoup de références par rapport à ton livre et aux 100 premières pages. Mais totalement. Alors, Johan, si tu veux, il faut... sauf à relire le chapitre qui est consacré à ce château de Stenay, dont le vrai nom est le château de Vaudrac, en prenant les choses d'un peu loin. Je veux dire, tout ça ne s'explique, n'est rendu intelligible. Ces apparitions, ces disparitions, ce caractère évanescent de notre environnement, et dont ce fameux château est une merveilleuse illustration. Il faut évoquer un petit peu la science contemporaine, la science de pointe, la physique quantique, qui a l'immense avantage, l'immense intérêt, c'est en quelque sorte la toile de fond sur laquelle s'inscrit mon Lovecraft. Et ses affirmations les plus abracadabrantesques, je le reconnais. Je veux dire, un esprit positiviste, rationaliste, façon 19e, n'y survit pas.
Ou alors il téléphone immédiatement au SAMU psychiatrique en lui enjoignant d'enfermer ce dangereux Jean Robin. Bon. Bref, mais la science de pointe a cet avantage prodigieux justement sur le positivisme du 19e siècle, qu'elle inverse totalement notre vision du monde. Alors que pour le positivisme, pour le scientisme, et encore actuellement pour la mentalité scolaire, je veux dire, pour une grande majorité, la conscience, par exemple, pour prendre un exemple qui me touche évidemment de près, la conscience n'est qu'une superstructure de la matière, pour utiliser le vocabulaire marxiste, qui disparaît avec l'extinction de cette matière même. Alors que la physique quantique inverse totalement la perspective. Pour la physique quantique, c'est ce fameux vacuum qui n'est pas vide du tout d'ailleurs, qui est un plénum, qui est un vide saturé d'énergie. Elle postule, la physique quantique, que c'est de ce vacuum que notre monde, là, tire son existence. Et la notion même de matière, elle perd son sens, elle perd sa signification. Nous, là, tels que nous sommes actuellement, dans notre enveloppe charnelle, nous sommes que le terminus, le déchet, qu'on me pardonne, d'une involution qui part du monde invisible pour se cristalliser, se pétrifier progressivement. Alors que le positivisme, le scientisme de ces 2 derniers siècles avait la vision exactement inverse. Donc, tout ça pour te dire, Johan, qu'un château qui apparaît, qui disparaît, etc., à la lumière de la physique quantique, qui postule que notre réalité très impermanente tire son existence d'une réalité qui est invisible, qui est impalpable, ça commence à prendre sens. Enfin, je l'espère tout au moins. Mais si on ne contextualise pas, si on ne met pas ça en perspective, comme j'essaye très mal de le faire, évidemment, c'est une absurdité. Ou alors on dit, bon, c'est le château du Graal. Ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. L'analogie est intéressante. Pour tes lecteurs, c'est une piste. L'analogie est intéressante, absolument. Tu en parlais en préambule, déjà. Absolument. Tu parles aussi des grands anciens, qui sont vraiment, pour toi, une référence, même si c'est malaisé, parce qu'ils sont multiformes, si j'ai bien compris. Pourrais-tu un peu les définir pour nos téléspectateurs ? Là encore, tu me mets sur des charbons ardents, Johan, parce que justement, une des grandes morales que j'ai tirées de ces quelques années, c'est la complexité du monde, et c'est le danger, c'est inhérent à notre nature. Invinciblement, on veut coller des étiquettes, on veut se rassurer, on veut dire c'est ça et c'est pas autre chose, il y a le principe de réalité. Malheureusement, les grands anciens, c'est pas ma terminologie, c'est la terminologie de Lovecraft. Les grands anciens, c'est dans Lovecraft qu'on les parle. Alors les grands anciens, j'en suis absolument désolé, mais c'est beaucoup de choses en même temps. C'est polysémique, comme disent les gens savants, c'est multiforme. Ce sont des entités, alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce sont des entités cosmiques. C'est aussi l'esprit des éléments tel que l'entend la tradition hermétique. Quoi t'en dire des grands anciens ? Là encore. Parce que tu y fais référence quand même à plusieurs endroits de ton livre. C'est incontournable, c'est essentiel. Mais là encore, tu m'obligerais presque, si tu veux, parce que j'ai tellement le sentiment, tu m'excuseras, tu me pardonneras, Johan, j'ai tellement le sentiment, alors là pour le coup, de trahir, si tu veux, honteusement, la matière qui m'a été fournie, en essayant de les résumer, si tu veux, en 30 secondes. Tu sais, c'est un petit peu comme à la radio. On vous demande, vous avez 30 secondes pour résumer. Tu as encore un peu plus, il doit vous rester 5 minutes de batterie. Pour résumer pour nos auditeurs la relativité einsteinienne, tu vois. Enfin, je plaisante, bien sûr. Et je pense que si on veut quand même rendre accessible à un certain nombre de personnes cette œuvre majeure, il faut pouvoir un peu déjà empêcher les fausses pistes, comme tu l'as fait. Alors, si tu veux, déjà les guider. Un tout petit complément. Sinon, il y a le livre, bien un évidemment. Tout petit complément d'information pour les grands anciens, si tu veux. Il relève de cette interface. Ma référence, c'est la vision platonicienne du monde, ce qu'on appelle, ce que les gens savants, au risque de passer en cuistre, appellent la trichotomie, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Donc, ce qui fait l'interface entre le monde de l'esprit et le monde de la corporéité, le monde de la matière, c'est ce que les anciens appelaient l'âme du monde,
Et les mystères Lovecraftiens, hein, si on veut résumer ça, prennent leur source la plus immédiate dans cette âme du monde, alors qu'on a qualifié de façon différente. C'est aussi la lumière astrale, hein, c'est le grand dragon, c'est l'éther. Et c'est d'autant plus important, tu as d'autant plus raison, Johan, d'insister pour que je précise, nonobstant mes réticences, ça, que cette lumière astrale, cet éther, c'est tout simplement le vacuum quantique que nos physiciens de pointe sont en train de retrouver. On voit mieux le lien par rapport à ta réponse. Et il réhabilite de façon très consciente, justement, cet univers des anciens qui avait été complètement décrédibilisé, ridiculisé par, disons, 3 siècles de cartésianisme, s'achevant en un positivisme d'une étroitesse consternante. Hein, voilà. Là, la science de pointe réhabilite cet univers des anciens, et le médium privilégié de cette réhabilitation, encore une fois, c'est cette interface entre le monde de l'esprit et le monde du corps, qui est le lieu, si je puis dire, qui est le lieu privilégié de la saga Lovecraftienne, qui est le lieu de prédilection des grands anciens, qui sont essentiellement des entités cosmiques et qui sont aussi les esprits des éléments, hein, puisque l'éther, c'est la quintessence. Hein. L'éther, en langage Lovecraftien, si je puis dire, c'est Isaïs, tu sais, cette fameuse déesse. Tu en parles également. Cette fameuse déesse, c'est essentiel, la notion de cette Isaïs, dont le nom a été formulé pour la première fois publiquement par Gustav Meyrink, le grand romancier autrichien, dans L'Ange à la fenêtre d'Occident, livre auquel Lovecraft a participé. Là encore, ça a fait hurler, hein, bon, les gens de bon sens, les gens sérieux, etc., qui n'acceptent pas mes développements abracadabrantesques. Mais Isaïs, donc, c'est l'hypostase, la représentation de cet éther. Et Isaïs, c'est la déesse des grands anciens, dans la mesure où un aspect, je dis bien un aspect des grands anciens. Il faudrait aussi parler des quaternions, mais alors là ça nous entraîne dans des, hein, voilà. Mais tout ça pour dire que les mathématiciens très 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 pointus peuvent s'intéresser aux grands anciens sous le biais des quaternions. Hein. Mais là ça dépasse nos propres compétences. J'en ai parlé parce qu'on m'a recommandé vivement d'en parler. Je me suis un petit peu documenté dans des bouquins de spécialistes, mais ça a simplement ouvert mon horizon, si tu veux, à des dimensions totalement insoupçonnées. Mais bon, je referme cette parenthèse et j'en reviens à l'éther et aux éléments. Donc Isaïs, qui est, entre autres, la quintessence, donc l'éther, c'est le 5e élément. Bon. Dans la mesure où un des aspects des grands anciens, c'est qu'ils sont les esprits des éléments, un exemple tout bête. Bon. Yog-Sothoth, alors je nomme là pour les non-spécialistes, pour les gens qui ne connaissent pas, quelques-uns des grands anciens, hein, du panthéon Lovecraftien. Yog-Sothoth correspond à l'eau, Azathoth correspond au feu, Nyarlathotep correspond à l'air. Voilà, des petits exemples. Donc il y a association dans une de leurs fonctions. Ils ne sont pas réductibles à ça. Mais dans une de leurs fonctions, les grands anciens sont l'esprit des éléments. Et Isaïs, qui est l'éther, qui en est la quintessence, est logiquement leur déesse. Voilà. Eh bien, merci. Tu vois quand même, tu as quand même l'art de la synthèse. Alors, c'est la dernière, encore, parce que tu en parles abondamment et tu cites en lien avec ce mot que je vais te demander de définir pour nos téléspectateurs. Tu le cites en lien avec Rennes-le-Château, nommément, mais on en parlera plus tard par rapport à Rennes-le-Château. Pourrais-tu définir l'égrégore, car son rôle est prépondérant dans ton livre. Tu évoques également de faux égrégores, de vrais égrégores, ou ceux utilisés pour tromper l'humanité. Mais commençons simplement par la définition de l'égrégore, qui en général est mal perçue. Là encore, difficile à définir. Disons que c'est une coagulation psychique. C'est un agrégat psychique qui peut être spontané ou qui peut être créé artificiellement. Là encore, bon, c'est des images un peu bancales là, que je soumets à votre réflexion. Mais un égrégore, par exemple, peut se nourrir de la dévotion, de la force psychique qui émane d'une communauté, puisque rien ne se perd
hein, surtout dans cette nouvelle vision du monde qui postule une interface psychique entre le monde de l'esprit et le monde de la matière, parce que l'égrégore n'est intelligible, ne se comprend justement que dans cet univers psychique, dans cette interface dont nous parlions à l'instant. Pour l'esprit et pour le corps, il n'y a pas d'égrégore. Bon. Alors cet égrégore, c'est la transposition dans cette interface psychique, si tu veux, dans cette âme du monde, dans cet anima mundi, c'est la transposition en quelque sorte des communautés terrestres. Parce qu'on peut dire sans abus de langage que toute communauté terrestre, suffisamment solide, unifiée, possède son égrégore, du simple fait qu'elle dégage une force commune, qui est une force psychique, alors qui peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. On imagine très bien à partir de ça qu'il peut y avoir des égrégores maléfiques qui sont de véritables vampires cosmiques, qui, au lieu d'être des forces des relais, des forces de libération, si tu veux, pour les aspirations des pauvres humains que nous sommes, au contraire, les enferment dans de fausses spiritualités, dans de fausses religions, et se servent de leur dévotion, de leur prière, pour grossir, voilà. Alors, pardonnez-moi cette image un peu triviale, un peu grossière, mais voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. J'espère avoir éclairé nos téléspectateurs. Très certainement. On en arrive à Rennes-le-Château, et dans ton livre, on arrive à Rennes-le-Château par l'intermédiaire d'Ottoran, qui, et je te cite, va nous montrer la voie en reliant les deux pôles majeurs du mystère de la France, que sont Stenay et Rennes-le-Château. Comment procède-t-il, ce brave Otto? Alors, c'est un peu à son corps défendant, si je puis dire, qu'il nous montre la voie. Enfin, son corps défendant, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais tout simplement parce que, bon, alors, circonstance aggravante, qui va faire hurler une fois de plus les esprits forts, les gens de bon sens. Ce château de Vaudrac, là, ce château qui apparaît, qui disparaît comme le château du Graal, qui a l'impermanence justement des choses véritablement spirituelles, dont la proximité justement avec le monde du psychisme, avec le monde de l'esprit, est plus grande que des gens plus opaques, etc., etc. Ce qui explique justement cette impermanence, ce côté éphémère. Bon, bref, voilà. Alors ce château de Vaudrac, il n'a pas seulement hébergé notre excellent comte d'Erlette, qui pour, encore une fois, qui pour un esprit rationnel, est une pure création Lovecraftienne. Et moi je dis non, le comte d'Erlette a véritablement existé. Voilà, comme les grands anciens ont une réalité, comme l'univers Lovecraftien n'est pas un univers d'imagination, mais un univers qui nous renvoie à des réalités fondamentales et dont la clé ne pouvait être offerte qu'à cette toute fin du cycle, justement. Il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes à dire, qui n'auraient pas été comprises, et des choses importantes qui ne sont pas comprises, il vaut mieux ne pas les dire que les livrer à la multitude. Jetez pas les perles du pourceau, dit le Christ. Voilà. Donc, ce château de Vaudreuil, qui n'a pas seulement abrité le comte d'Erlette, il a abrité aussi des personnages qui ont transcendé les dimensions spatiales et temporelles, ce qui ne s'explique qu'à la lumière de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les grands initiés, bon, la première étape, ce que les anciens appelaient les petits mystères, c'était la réintégration au centre de notre état, et au centre de notre état, nous sommes maîtres du temps et de l'espace, donc nous pouvons voyager dans l'espace, dans le temps. Et un phénomène qui s'appelle l'ubiquité, nous pouvons être en même temps là et ailleurs, ce qui a été le cas de la première. Donc, Ottoran a été invité au château de Vaudrac. Il y a quelques privilégiés au cours de l'histoire qui ont eu ce privilège. Ottoran, alors pour des raisons qui seraient trop longues à développer, a été de ceux-là. Et comme Ottoran, au cours de cette même vie, a été un des pionniers dans l'exploration des mystères du Razès, ben voilà, sans abus de langage, on peut dire qu'il a fait le lien. C'était pas forcément délibéré, mais c'est son destin qui lui a fait faire ce lien entre Stenay, les mystères de Stenay et les mystères de Rennes-le-Château, qui sont évidemment, inextricablement liés. Mais comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, de toute façon, tu nous en as parlé. C'est ma vision des choses, voilà. Une autre citation, ce sera la deuxième et la dernière citation, tu nous dis un moment, c'est à la lumière de la Kabbale que s'éclaire le mystère de Rennes-le-Château et du personnage attendu, personnage avec un P majuscule, associé, tu nous en as parlé, associé au méridien de Paris. C'est donc la vraie initiation, cela, à l'opposé de ce que tu dénonces avec force
et plusieurs fois dans ton livre à l'opposé du mensonge des monothéismes. Et le paradoxe, Johan, ça ne t'a pas échappé, la tradition hébraïque constitue dans mon livre une clé de décryptage, de décodage très, très importante. C'est-à-dire qu'au sein des monothéismes, il y a ce qu'on appelle un exotérisme et un ésotérisme. Et l'ésotérisme échappe justement au carcan monothéiste, je veux dire. Et donc il permet justement de décrypter de façon privilégiée. Bon, d'autres traditions pourraient le faire, mais il m'a semblé que la Kabbale hébraïque était particulièrement adaptée, était une clé particulièrement efficace pour les mystères de Rennes-le-Château. Et tu as fait très justement le lien entre Kabbale et personnage attendu, à savoir que il y a deux notions qui sont associées au méridien, la notion de droiture et la notion de justice. Ce sont deux notions connexes. Et le personnage attendu par toutes les traditions, j'insiste bien, par toutes les traditions, dans leur ésotérisme bien sûr, il répond justement à ces deux qualificatifs. Et c'est Hayachar, le juste, qui est attendu par la tradition hébraïque, de même qu'il est attendu par la tradition occidentale, où c'est Dante qui l'a le premier révélé avec son fameux 515, le Veltro, le Dux, etc. C'est le même personnage. C'est le même personnage, c'est le Gézard de Ling des Tibétains. Et pourquoi as-tu parfaitement raison, Johan, de faire à la fois le lien entre ce personnage attendu et la Kabbale et nos mystères? Il était logique, compte tenu de ce que nous avons dit précédemment, que le personnage attendu est un lien direct avec le germe d'immortalité.